Alors, on va commencer. Donc, bonsoir tout le monde. Je suis trop contente d'être avec vous. Je ne vous vois pas, mais je vous sens. Vous êtes présents. Merci beaucoup. Je suis vraiment dans ma mission dans le cadre de la formation en naturopathie, naturothérapie viscérale. Pour les étudiantes qui écoutent présentement, vous allez vraiment comprendre au maximum notre vision parce que là, je suis allée chercher mes amis, puis vos profs en plus pour vraiment expliquer c'est quoi pour nous un monde meilleur, un monde parfait en santé. Donc, sans plus tarder, je sais que c'est elle que vous voulez entendre. Je vous les présente. Donc, on va commencer par Christiane. Bonjour, Christiane. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être ici. Je suis trop contente et honorée. Christiane, elle va enseigner 2 cours pour commencer, puis probablement plus par la suite. Hein, avec nous? On verra. Ouais, t'as pas le choix. Ensuite, Élise. Bonjour, Élise. Hola, Bonjour, comment ouais, ça va, Élise? ça va bien, merci. Oui, toi, tu nous parles du Mexique présentement. Oui. Mhm. Super. Élise, elle va enseigner aussi au moins 2 cours, sinon plus. Donc, on va en parler un petit peu plus tard. Super, super contente. Merci beaucoup. Et Liliana? Bonjour, bonsoir. Bonsoir, Liliana. Liliana, tu nous parles de l'Europe, toi. Oui, Donc, wow, c'est super. Il est tard là-bas, hein? oui. Donc, Pas grave. Liliana est cofondatrice avec moi. Comme elle était médecin d'urgence, puis elle a l'habitude de travailler la nuit ou le jour, ça ne fait pas de différence pour elle, hein? On est vraiment chanceux. Puis Liliana enseigne peut-être 50% des cours, genre. Donc, elle enseigne beaucoup de cours. Donc, je vais commencer premièrement avec les présentations formelles. Donc, Christiane, Oui. tu es médecin. Et tu es directrice des soins de santé à Victor-Gadebois, c'est ça? En fait, je suis directrice médicale de la Médicale. maison de soins palliatifs, c'est ça. Puis à Victor-Gadebois, qui est une maison Ouais. extraordinaire. Moi, j'ai eu la chance d'y aller. Je deviens émotive quand je pense à ça parce qu'une de mes grandes amies, sa maman est décédée là. Puis j'étais tellement impressionnée. Puis ensuite, quand j'étais spécialiste en information sur le cancer, j'avais eu la chance de faire une visite. Puis j'avais tellement été impressionnée. C'est incroyable ce que vous faites, là. Félicitations, merci. En plus, tu as été, moi, ça me rassure de savoir qu'il y a ça ici sur la rive sud. En plus, tu as été présidente des médecins en soins palliatifs du Québec Ouais. Pendant pendant 8 ans. Ouais. pendant 8 ans. Ouais. Wow! C'est incroyable. Puis en plus, tu as travaillé aussi au niveau des soins à domicile, pour les soins palliatifs à domicile, dans le fond? Ouais. Ben, moi, je suis médecin de famille, en fait, puis les 25 premières années de ma pratique, j'ai fait de la médecine de famille en bureau privé avec des soins à domicile en CLSC et des soins palliatifs en maison de soins palliatifs. OK. Puis pourquoi finalement tu as choisi les soins palliatifs? Je pense qu'il y a quelque chose à voir avec, c'est important, hein, les grands-parents? Moi, je te racontais ça dans mon histoire Ah oui? de mon grand-père. Ça a commencé comme ça, mais toi, je le sais qu'il y a quelque chose Ouais. là-dedans. Ben, moi, je suis née dans une maison, bigénération avant que le nom existe parce qu'on habitait dans un jumelé avec mes grands-parents, les parents de mon père. Donc, moi, j'ai côtoyé, des personnes âgées, toute ma vie, là et pendant que je faisais mon cours de médecine, c'était spécial parce que ma grand-mère qui était âgée, quand j'étais dans mon cours de cardio, elle a fait un infarctus. Après ça, j'étais dans mon cours de neuro, elle a fait des ACV, puis c'est comme si elle m'accompagnait dans ma formation médicale et mes 4 grands-parents, j'ai eu la chance, parce que je pense que c'est un privilège, d'être, près d'eux à la fin de leur vie. Donc, il y en a que j'étais présent physiquement, mais les autres, j'étais pas nécessairement physiquement, mais j'étais quand même très près d'eux dans cette période-là de fin de vie. Fait que pour moi, la fin de vie, ça a toujours fait partie de la vie. Donc quand je suis entrée en médecine et j'ai découvert les soins palliatifs, parce qu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup de formation en soins palliatifs. Quand j'ai commencé à pratiquer, puis j'ai découvert les soins à domicile et les soins palliatifs, ben, c'était comme pour moi, tout naturel que ça allait devenir une grande partie de ma pratique. Oh, wow! C'est tellement beau comme histoire, hein? Ben, merci beaucoup. Je vais te poser des questions justement là-dessus tantôt. Élise! Élise, toi, tu es au Mexique depuis Oui. combien de temps? Parce que tu es québécoise. Oui, ça fait 18 ans que je suis au Mexique.
OK. Puis toi, tu as décidé d'aller au Mexique pour travailler, dans le fond, dans un des plus gros centres de médecine intégrative au monde. Oui, oui, oui. C'est C'était pas fou. planifié, mais la vie, elle m'a amené là. Ouais. En fait, les médecines intégratives, c'est vraiment la combinaison, le meilleur des deux, le meilleur des médecines holistiques et des médecines traditionnelles. Dans le fond, Exact. c'est l'exemple qu'on veut voir partout. Oui, idéalement, oui. Puis toi, dans le fond, toi tes parents, ils sont... explique un peu, je t'avais entendu, explique un peu ton enfance, d'où tu viens, puis tout ça. Mon enfance, Oui, bien, pas toute ton enfance, mais qu'est-ce qui t'a c'est là. amené là, d'où tu viens? Tu sais, je sais que tes parents étaient quand même... Oui. Ben, OK. En fait, quand j'étais jeune, quand j'avais à peu près 11 12 ans, mes parents ont fait une faillite avec l'entreprise familiale qui les a amenés à se tourner vers une compagnie où ils ont commencé à faire la distribution de suppléments. Puis à partir de là, on a commencé à être plus éduqués là-dessus. Tu sais, je pense que puis ça l'a ouvert, eux, dans leur cheminement, la croissance personnelle qu'ils faisaient à travers ça, les apprentissages sur la santé. Ben, on a passé de manger du Cheese Whiz puis du mac and cheese à manger indice bas glycémique, pas de gluten, pas, tu sais, faire attention avec les produits laitiers, tout ça. Fait que moi, je me rappelle dans le temps, je pense que c'était Docteur Montignac, ça m'avait intéressée. J'avais lu ses livres. Fait que j'ai eu la chance d'être exposée quand même jeune, parce que là, j'ai 42 ans, puis ça fait longtemps. J'ai eu la chance d'être exposée assez jeune à tout ça dans le temps que les gens, ils savaient pas vraiment c'était quoi les antioxydants, tu sais, dans ce temps-là, là. Fait qu'on a eu cette exposition-là. Puis mes parents, c'était des athlètes, les deux. Fait que, tu sais, on était beaucoup dans le sport puis le bien-être d'une certaine façon. C'est sûr qu'il y a eu du raffinement avec les années. Puis je pensais à ça aujourd'hui, je me disais, tu sais, je pense que mon premier livre que j'avais reçu, qui était l'Anatomie de l'esprit, Anatomy of the Spirit, je pense que c'est Caroline Miss qui l'a écrit. Ça, c'est ma mère qui me l'avait donné, je pense, quand j'avais 16 ans. Puis ça avait ouvert comme tout l'aspect aussi de comprendre la connexion entre le corps, l'aspect émotionnel, tout ça. Fait que, tu sais, ça a été un petit peu le milieu dans lequel j'ai grandi. Mais la partie, je pense, qui est intéressante aussi, c'est que quand on était jeune, on avait un chiropraticien. C'était comme, fait que si on était malade ou quelque chose, on commençait à se sentir pas bien, mes parents, ils nous amenaient chez le chiropraticien. Puis là, ils nous ajustaient, puis tout ça. Puis fait que jeune, même si on mangeait du mac and cheese, puis du cheese whiz, on avait quand même déjà une certaine notion. Je ne sais pas jusqu'à quel point ils comprenaient la philosophie et la science en arrière de ça, mais il y avait déjà une notion que si il y a une bonne communication, tu sais, au niveau de ton système nerveux, que ton cerveau est capable d'aller parler aux organes spécifiques, tout ça, à travers un bon alignement, ben, qu'en général, ton corps, il y avait la capacité innée de se guérir. Si tout est balancé, le corps il a la capacité de se guérir. On n'avait pas vraiment de médecin. Et à ce jour, je pense que mes parents, ils n'ont pas de médecin. Mais ils ont leur chiro, ils ont leur acupuncteur. Fait, on a été élevés comme dans cette façon-là de voir les choses. Donc, c'est pour ça que tu es devenu chiro, en fait. Oui, ben j'ai eu aussi, je me suis fracturé. Je me suis fracturé le dos 2 fois. Quand j'étais adolescente, j'ai eu beaucoup de problèmes de structure. Puis je pense que des fois, c'est ce qui nous amène un peu sur notre chemin puis notre mission, hein. Moi, fait que j'ai passé du temps chez les chiropraticiens. Puis je pense que ma mère, elle avait vraiment comme ah, tu serais une bonne chiro. Tu sais, j'ai eu un peu l'espèce de pression, mais à un moment donné, quand j'ai été acceptée en chiro, je me suis dit, OK, c'est-tu moi qui veux faire ça, là, ou c'est pour faire plaisir à ma mère? Puis je suis vraiment contente d'avoir pris ce chemin-là. C'est super. Puis après, tu t'es ouvert, on va en parler tout à l'heure, aux médecines fonctionnelles, intégratives et fonctionnelles. Mm. Liliana, merci, Élise. Liliana, ouais, Oui, l'amie Liliana. Toi, tu es médecin d'urgence anestésiologiste en Europe. En fait, tu étais là. je, Est-ce que tu je pratiquais au commençais. départ? Tu as commencé Oui, avec oui, ça. Et la maladie, toi aussi, justement, quand tu parlais de souffrance, Élise, hein, c'est la maladie t'a amené à t'ouvrir aux médecines naturelles, surtout à la thérapie orthomoléculaire. Parce que oui, c'est c'est ma grâce à ça que passion. tu t'en es sorti. Hein? Oui, Et c'est oui, pour ça oui, que c'est ta passion, puis c'est ça beaucoup aussi que tu vas enseigner à l'école. Hein? oui, Donc, oui. la thérapie orthomoléculaire, juste vite pour que les gens comprennent, c'est quoi?
La thérapie orthomoléculaire, c'est la science de Dieu en formation concentrée. Donc, c'est vraiment toutes les vitamines, les minéraux, les antioxydants, les superaliments, les molécules que Dieu a mis dans notre alimentation, que c'est supposé d'avoir, mais dans forme concentrée, qu'on administre dans notre corps pour le régénérer. C'est tout simplement ça, parce que notre corps a besoin d'une dose chaque jour de vitamines, minéraux, des antioxydants pour s'entretenir, hein, n'est-ce pas? On doit vivre. La deuxième dose, c'est pour se détoxifier chaque jour. Puis la troisième dose, c'est pour se réparer. Mais la plupart des gens ne reçoivent au moins ni la première dose. Donc, carrément, on est dans des carences immenses, ce qui entraîne après nous des maladies dégénératives, ce qui a fait pour ma mère aussi, parce que moi, j'étais choquée de voir les résultats de thérapie orthomoléculaire quand ma mère a eu les 2 articulations coxofémorales remplacées par des prothèses très jeunes. Puis là, je ne savais pas quoi faire de plus, puis je commençais à lire énormément à côté de mes problèmes de santé. Puis c'est là que j'ai découvert ma mère aujourd'hui est beaucoup mieux que d'autres à leur âge, puis est indépendante. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose. Donc, ça fait que tu as voulu continuer vraiment là-dedans. Oui, vraiment, vraiment. Merci, Lily. Donc, maintenant, j'ai des questions pour vous, mais juste avant, on va partager l'écran. Je vais vous montrer quelque chose. Ici, on voit que vous êtes belle, mais ce n'était pas ça que je voulais vous montrer. Ça ici, la pyramide de la médecine intégrative. Donc, ça, c'est en fait la combinaison des deux médecines. Je l'ai expliqué dans ma présentation. En fait, moi, quand je suis tombée malade, comme je n'étais même pas au courant qu'il y avait le bas de la pyramide qui existait, donc, puis je ne croyais pas du tout en ce qui était médecine naturelle, quand je suis tombée malade, je suis arrivée directement dans le rouge, alors que j'aurais dû commencer, tu sais, avant d'être malade en bas. Mais je suis tombée directement dans le rouge. Et puis, j'ai pris tellement de rouge et tout ça que ça m'a donné d'autres effets secondaires graves. Et puis, ensuite, je me suis rendue avec un cancer en haut, sans passer par en bas. Maintenant, j'ai compris avec le temps que j'ai eu la chance de vivre, comme j'expliquais hier, mais j'ai compris avec le temps qu'il fallait que je retourne en bas pour rester en santé. Donc, vous, dans cette pyramide-là, présentement, dans votre travail, vous diriez que vous vous situez où? Vous êtes intervenant à quel niveau? Moi, je peux dire qu'en soins palliatifs, je suis beaucoup intervenante en médicaments, mais les 2 premiers niveaux, j'interviens beaucoup quand même si on est loin dans la maladie, puis même chez quelqu'un qui est atteint de maladie grave, quand on fait de la psychoéducation, en fait, hein, parce que c'est ça qu'on fait, en parlant de l'équilibre de la vie, de la gestion du stress, du sommeil, de l'alimentation, ben, on permet à nos médicaments de mieux agir aussi. Puis on permet de limiter la quantité des médicaments. C'est bon. Moi, je me Puis aussi, placerai à ces surtout 3 avec... niveaux-là. Pardon? Donc, moi, je serais à 3 niveaux. C'est parfait. C'est ça qu'on cherche. Toi, Élise? Moi, personnellement, c'est les 3 d'en bas, là, du vert, puis les 2 premiers jaunes. Comme chiropraticienne, je rentre pas dans la médication, chirurgie, tout ça. Ouais. Puis Liliana? Moi, je suis dans le vert au moins une fois dans ma vie. Parce que c'est ma couleur préférée, le bleu, mais ici, c'est le vert. Puis, je suis dans des nutriments et les plantes médicinales parce que c'est ça mon métier principal, c'est d'être naturopathe. Donc, pour moi, actuellement, c'est ma vie de côté Mais avant, professionnel. Mais avant, avant, j'étais dans les médicaments énormes. Puis, mais quand tu vois les effets secondaires, tu veux descendre un peu plus bas. oui, c'est sûr, hein? C'est sûr qu'on va en parler de tout ça tout à l'heure, en fait. Bon, bien, merci beaucoup. J'arrête de partager l'écran et je reviens. Donc, justement, Christiane,
Quelle est la place des médecines complémentaires au Québec en 2024, justement? Et moi, je pense qu'elles ont beaucoup de place parce que notre médecine conventionnelle, en ce moment, on voit beaucoup de son essoufflement. On voit beaucoup de ses ressources qui sont épuisées. On voit que, donc, la population québécoise, en plus, est vieillissante. Il y a plus de maladies chroniques, il y a plus de perte d'autonomie. Donc, si on se limite à seulement la médecine conventionnelle allopathique, ben, je pense qu'on perd un grand morceau pour aider le mieux-être des gens. Donc, c'est pour ça que même en soins palliatifs, nous, le centre où on a un centre de médecine intégrative, même face à la maladie grave, parce que ça fait une différence. Et moi, très souvent, face à un patient qui a beaucoup de douleurs ou beaucoup de symptômes non contrôlés, je vais arriver avec la pharmacologie à un certain contrôle, mais tous les patients que je suis qui, en plus, reçoivent de l'acupuncture, de la massothérapie, de l'ostéopathie, qui ont de l'approche par l'art, tous ces gens-là sont mieux soulagés, sont plus confortables par l'approche complémentaire. Et si je vois ça au stade de maladie où ils sont, on peut imaginer quand on arrive à le faire de façon précoce, combien l'effet peut être important. Donc oui, il y a de la place, c'est sûr qu'il y a de la place. Et je pense que les citoyens, les gens le savent aussi de plus en plus parce que comme ils voient comme notre système conventionnel est beaucoup à sa limite, ben ça pousse aussi les gens à dire je vais m'ouvrir à d'autres approches. Et je pense que les médecins de famille sont de plus en plus ouverts aussi à recommander, à suggérer. On est plus conscient de nos limites. C'est Donc, super parce que dans le fond, quand vous voyez quelqu'un, tu sais, vous êtes un peu plus là pour les urgences ou j'imagine, ou les diagnostics ou bien la médication. Donc après ça, vous êtes obligé de le laisser partir, mais tu sais, c'est ben, je difficile. pense que notre médecine conventionnelle, il faut connaître son expertise et ses limites. Donc, c'est une médecine d'urgence, c'est une médecine de survie. Si on se casse une jambe, si on a une brûlure du 3e degré, si on fait un infarctus, c'est une excellente médecine pour la survie, et pour la survie aiguë, mais aussi non aiguë. Quelqu'un qui a un diabète avancé, on va permettre par la pharmacologie qu'elle évolue moins vite, qu'elle soit mieux contrôlée. Mais tout le chapitre de la prévention, du soutien de la santé, c'est là sa limite. De la maladie chronique, je dirais non pathologique, hein, toutes les maladies fonctionnelles. Moi, souvent, en médecine de famille, quand quelqu'un arrive avec un symptôme, je vais éliminer une pathologie. Moi, dans mon cerveau, ça fonctionne. Est-ce que c'est urgent, non urgent? Est-ce que c'est grave ou pas grave? Ce qui est urgent et grave, ça s'adresse beaucoup à la médecine conventionnelle. Ce qui est non urgent et pas grave dans l'immédiat, ben, je vais donner des conseils de soutien, mais jamais je pourrais aider la personne autant que tout ce que les médecines complémentaires peuvent apporter. C'est certain parce que puis moi je le disais aux gens, je suis pas formée pour ça. Je suis ouverte que vous alliez chercher de l'aide ailleurs, mais voici ma limite. Moi, c'est ça mon coffre à outils. Je vous dis qu'il n'y a pas de maladie grave, qu'il n'y a pas de diagnostic dangereux, mais vous avez mal au ventre quand même et vous ne vous sentez pas bien. Moi, mes outils ne fonctionnent pas dans ce que vous avez. Donc, soyez curieux, soyez ouverts, consultez, posez des questions, essayez différentes approches, puis expérimentez ce qui vous fait du bien. Je pense que c'est ce que les gens ont besoin d'entendre de leur médecin. Nous, on Tellement, est là pour éliminer les choses graves et urgentes. C'est notre expertise. tellement, c'est tellement bien dit. Merci. Je continue à te poser des questions là-dessus après. Élise, toi, Élise, en médecine fonctionnelle. Premièrement, c'est quoi la médecine fonctionnelle? OK, mais la médecine fonctionnelle, c'est une approche qui est, là, en français, vitaliste ou vitalistique. Vous pouvez me corriger. Oui, Il y a on va des dire vitaliste, stratégies. c'est pas ça. Mon espagnol, il a pris le dessus. Mais donc, ce que ça veut dire, ça, c'est que c'est une approche où on est conscient que
tout influence tout dans le corps, alors que tu peux avoir un problème qui va, même structurellement, tu sais, je suis déplacée là, la hanche, elle commence à compenser, tes pensées vont avoir une influence sur ta digestion, tout est relié. Fait que, alors que en médecine plus conventionnelle, c'est une approche qui est plus considérée mécanique, où euh, ou comme par exemple, quelqu'un a un problème d'arthrite inflammatoire et des problèmes digestifs, mais ils vont aller voir le gastro-entérologue, ils vont aller voir le rhumatologue, mais il ne va pas nécessairement avoir une communication entre les deux, puis voir, hey, peut-être que ce qui se passe dans ses intestins crée une réaction auto-immune, inflammatoire au niveau des articulations. Alors, en médecine fonctionnelle, c'est d'aller regarder la personne comme une personne, pas traiter nécessairement le diagnostic, ou parce que des fois, les gens arrivent avec 8 diagnostics même, tu sais. Et puis des fois, quand tu commences à regarder les diagnostics, si tu as un peu de connaissance de médecine orthomoléculaire, tout ça, tu peux dire, ah, regarde, il y a de l'insomnie, il y a de la haute pression, il y a des migraines, mais tout ça, ça peut être causé par une déficience en magnésium. Tu sais, fait que ça peut être facile comme ça, au lieu d'aller donner un médicament pour ça, un autre pour les crampes, qui commence à créer. Fait puis je trouve que c'est super bon qu'est-ce que Dr Martel a dit parce que euh, c'est comme chacun a sa spécialité. Puis moi aussi, je trouve comme, hey, j'ai toujours dit ça. Si je me fracture quelque chose, j'ai un accident, je ne vais pas aller voir le naturopathe. Tu sais, je vais être vraiment contente d'aller à l'urgence. Tu sais, il y a comme, mais ce qui a été peut-être le problème avec sur le temps, c'est que les gens, on a transféré, mettons, la médecine d'urgence sur des maladies chroniques. Alors, donner un médicament en pensant, ben non, ça ne va pas arranger le problème vraiment comme pourrait le faire pour un trauma. Alors, la médecine fonctionnelle, c'est beaucoup ça. C'est regarder l'environnement, beaucoup, de la personne, regarder son style de vie, ses habitudes. OK? Puis c'est beaucoup là qu'on travaille, en fait, en médecine fonctionnelle. C'est beaucoup dans regarder tout ce qui est arrivé avant qui a amené la personne à être où elle est aujourd'hui. Donc, moi, la façon que je vois la médecine fonctionnelle, c'est un peu c'est presque c'est une approche comment moi je m'approche vers mon patient, comment moi je prends son anamnèse, comment j'évalue par où je vais commencer. Parce que je pense, puis même pour les médecins en médecine conventionnelle, quand tu arrives devant quelqu'un qui a 15, 20 symptômes, qui affectent tout, qui ont plein de médicaments, des fois, tu ne sais pas par où commencer. Puis pour moi, l'outil de la médecine fonctionnelle, ça a été ça, c'est de voir, ah, OK, hey, je vais rentrer là, je vais commencer à travailler ici, puis là, ça va beaucoup commencer à se refléter dans d'autres systèmes du corps. Puis aussi, c'est une médecine où, comme on travaille sur le style de vie, les habitudes de vie, il y a beaucoup d'éducation. C'est beaucoup éduquer le patient. Puis qu'ils comprennent, je pense qu'à cause de la façon qu'on fait l'anamnèse, puis qu'on leur compte comment nous, on évalue leur histoire, ça fait que la personne, elle comprend que ça l'a pris peut-être 20 ans à arriver où ils sont aujourd'hui avec les problèmes de santé qu'ils ont, puis que ça va prendre un certain temps aussi parce que c'est justement pas un médicament qui va venir bloquer une réaction qu'on donne. C'est quelque chose que, OK, ça va prendre un certain temps pour aller, sauf que là, c'est de façon permanente. Puis là, fait que tout ce qui est des problèmes complexes, moi, je trouve que c'est personnellement la meilleure approche pour toutes les choses que, ça, là, on ne sait pas par où commencer. Ouais. Fait que Super. ça serait pour Justement, moi, ouais. donc à Sanovive, où est-ce que l'Institut de l'hôpital où tu travaillais longtemps? Combien d'années au Mexique? J'ai travaillé 8 ans à Sanofi, ouais. Et ton Mhm. rôle, c'était? Mais j'étais en charge du département de médecine structurelle, donc chiropratique, l'aspect fitness, le spa, ces choses-là. Puis oui, j'étais là pendant 8 ans. J'ai eu un temps où j'étais senior mentor, mentor senior de la moitié de l'équipe médicale pour l'aspect de médecine fonctionnelle. Puis c'est ça, fait que j'ai été là. Tous les professionnels devaient faire aussi, en plus de leur titre, la médecine fonctionnelle. C'est ça? Oui,
Oui, Sanavie, ça a été le premier hôpital à être certifié. Je crois que c'était en 2008 qu'ils ont eu la certification de l'Institut de médecine fonctionnelle. Et pendant 2 ans, chaque mois, il y avait un groupe qui venait nous entraîner, toute l'équipe médicale. Puis après, pendant un an, après, il y a eu 2 ans de formation à chaque mois, comme un diplomate. Puis un an après, il venait faire du shadowing, ça serait quoi? Tu sais, il venait avec nous dans les consultations, il nous conseillait avec les patients, c'était comme vraiment pratique dans l'approche. Puis à la fin, on avait un examen, tu sais, on présentait des cas, puis comme ça serait quoi notre approche, nos plans de traitement, etc. OK, Mhm. donc finalement, moi j'ai eu la chance d'y aller à Sanavie à quelques reprises, hein, puis ça m'a aidé aussi à travers ma maladie. Puis ce que je trouvais extraordinaire, c'est que justement, il y avait j'avais un entraîneur, j'avais un psychologue, j'avais un nutritionniste, j'avais un médecin, j'avais une chiro, j'avais un dentiste holistique, tu sais, donc, puis tout le monde se rencontrait pour parler de mon cas, puis Ouais. trouver un plan de traitement. Fait que ça, c'était vraiment extraordinaire, je trouvais. Puis on m'enseignait comment manger aussi, tu sais, comment cuisiner, tout ça. Donc, c'est vraiment, il nous enseignait à avoir des bonnes habitudes aussi. Donc, remettre le patient sur la bonne route. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était un bel exemple que j'aurais voulu amener ici. Peut-être un jour. Hein. Oui, puis je crois, si je peux rajouter ça, la communication justement entre les spécialistes, c'est dur d'avoir ça dans n'importe quel autre système parce que même si on est dans la médecine intégrative, ben je vais, mettons, aller chez mon chiro, puis la semaine d'après, je vais aller chez l'acupuncteur, puis l'autre semaine, peut-être chez mon médecin, après le nutritionniste. Puis il n'y a pas nécessairement cette communication-là ensemble. Fait que je pense que la force à Sanavivre, c'est on est tous à la même place. Puis aussi, l'environnement est contrôlé. Fait que tu t'en viens, tu pars pas de mon rendez-vous pour aller manger un Big Mac au McDonald's, puis monter l'inflammation tout de suite, puis là, ça marche pas. Ah, ça marche pas le chiro, ouais, mais c'est peut-être toutes les autres choses que tu fais. Fait que je pense que Sanavivre, sa force, c'est beaucoup ça. C'est comme un environnement contrôlé qui est un environnement parfait pour la guérison. C'est personnalisé pour chaque personne, ouais. Super, un bel exemple. Merci beaucoup. Liliana, Oui. Liliana, est-ce que tu dirais qu'en Europe, les professionnels de la santé, les médecins sont ouverts aux médecines naturelles, traditionnelles? Énormément. Moi, je regarde vraiment en Europe et en Roumanie. Ce que je vois, c'est que mes collègues sont de plus en plus ouverts. S'il y a 20 ans, quand moi j'ai commencé la naturopathie, parce que je ne reviens pas que je fais ça depuis presque 20 ans maintenant, les gens me regardaient un peu étrange. De soins intensifs à la naturopathie, c'est quand même un chemin dans deux extrêmes. Puis maintenant, oui, c'est fantastique. C'est vraiment fantastique. Ça s'organise des cours. Les gens s'en vont prendre des accréditations. C'est comment je peux dire, les cliniques poussent partout de médecine intégrative ici. Donc, c'est vraiment très, très, très bien. Donc, les professionnels de la santé sont très ouverts. Moi, je me rappelle Ouais, quand je suis allée en Roumanie, j'allais ouais, acheter dans les pharmacies, j'allais acheter derrière le comptoir les huiles essentielles en gélule oui, oui, qu'on ne retrouve plus ici. Le pharmacien me prescrivait, me recommandait tout ça. Puis quand je suis allée en France aussi, oui, j'habitais avec, ben, en fait, j'habitais chez une pharmacienne, un docteur à pharmacie qui avait une pharmacie. J'allais le jour à la pharmacie avec elle. Puis elle avait des grosses bouteilles d'huile essentielle derrière qu'elle préparait, les formules pour les clients qui venaient. Tu sais. Donc, c'est beaucoup plus intégré, moi, j'ai trouvé vraiment en Europe oui, qu'ici, malheureusement. Mais bon, ça peut changer. oui. Donc, Christiane, on revient à toi. Au centre Victor Gadebois, tu nous as parlé des soins palliatifs, tout ça, mais le centre Victor Gadebois, dans le fond, c'est spécifiquement pour les personnes qui ont le cancer. Oui, c'est une maison en fait, au départ, à l'origine, c'est une maison de soins palliatifs pour les gens qui avaient besoin, moi j'appelle ça des soins intensifs de confort, qui sont vraiment à la fin de leur vie, donc qui viennent vivre la fin de leur vie dans une maison avec des gens qui ont l'expertise pour la gestion des symptômes. La maison a 32 ans, 33 ans bientôt et depuis presque 10 ans, je pense 9 ans et demi, on a intégré à la maison, on appelle ça un centre de jour et une clinique de gestion de symptômes où on fait ce qu'on appelle des soins palliatifs précoces.
Qu'est-ce que c'est des soins palliatifs précoces? C'est de la gestion de symptômes chez des patients atteints de cancer qui ne peut pas guérir. Donc, le cancer n'est pas guérissable, mais maintenant, le cancer est devenu une maladie chronique. Donc, les gens peuvent vivre avec le cancer des années. Donc, nous, le seul critère pour consulter à notre clinique ou venir au centre de jour, c'est qu'ils ont entendu de leur oncologue que la maladie ne pouvait pas guérir, mais qu'ils pouvaient avoir des traitements de confort, puis ils ont des chimios palliatives. Maintenant, il y a de l'immunothérapie, il y a de la thérapie ciblée. Il y a plusieurs traitements pour le cancer qui fait que le cancer évolue beaucoup plus lentement. Et on a même, étonnamment, à chaque année, depuis l'ouverture de la maison, on a 1 à 2 patients qui, de façon presque miraculeuse, tombent en rémission alors qu'il y a un cancer stade 4. Donc, tu sais, on se dit, cette approche-là, moi, j'ai pas vraiment un discours de guérison avec ces gens-là parce que je trouve que ça met une grande pression, puis ça les culpabilise qu'ils font pas la bonne chose. Mais on a beaucoup un discours d'améliorer leur qualité de vie, vivre avec, comment on vit avec et on n'attend pas la fin de notre vie, c'est très, très différent. Donc, quand ils viennent passer une journée au centre de jour, ben, ils ont des activités qui nourrissent la vie, ils ont des soins qui nourrissent la vie. On s'occupe que la maladie soit tranquille au niveau des symptômes pour qu'ils puissent continuer à vivre. Fait que toute la notion que les soins palliatifs, c'est juste pour la fin de la vie, puis qu'on rentre dans une maison de soins palliatifs pour les 2, 3, 4 derniers jours de notre vie, ben le soin palliatif est beaucoup plus large que ça. C'est Il y a peu des jeunes connu. maintenant beaucoup de Oui, jeunes, des maladies oui. chroniques. Oui, exactement. Donc, quand ils viennent passer une journée, ben aussi, on crée une communauté de personnes et de proches aidants qui se supportent, qui se soutiennent, qui vivent ensemble, qui parfois se voient à l'extérieur, prennent un café. Les conjoints de 2 dames, par exemple, qui ont un cancer, vont peut-être aller se voir à l'extérieur, prendre une bière, se soutenir. Donc, on a créé une communauté de soutien entre eux et bien entourés avec toutes les médecines intégratives qui peuvent les aider. Donc, on voit que c'est même en soins palliatifs, même dans la maladie grave, quand on a une approche plus globale, on permet que la qualité de vie soit meilleure. Wow, c'est vraiment impressionnant, ce centre-là. Mais ça, c'est vraiment pour les gens qui ont le cancer, par exemple. Si Ouais. d'autres personnes ont des douleurs, ils ne peuvent pas. Parce que je sais que les personnes qui avaient le cancer peuvent, par exemple, s'ils ont beaucoup de douleurs chez eux, s'ils sont sur le territoire, je pense, ou ils connaissent quelqu'un qui sont sur le territoire. En fait, nous, les critères sont très, très larges, là. C'est, habiter sur le territoire, élargi de la Montérégie ou Montréal ou, connaître des gens dans la région, tu sais, dans le fond. Puis on a vu des gens à l'extérieur de la Montérégie parce que dans leur région, il y avait pas de clinique de gestion, donc Et donc, vous allez régler ça, la gestion de la douleur, vous allez gérer ça, puis après, il retourne chez lui, puis il est tout à mieux. fait. Puis on a un service en télémédecine aussi. Les gens qui sont plus loin, on peut faire de la consultation par télémédecine, donc éviter qu'ils aient à se déplacer. Puis tu sais, c'est pas juste la gestion de la douleur, c'est toute la gestion des symptômes, les problèmes de sommeil, problèmes de mal de cœur, les problèmes de douleurs diverses, oui, mais c'est beaucoup plus large les symptômes. Donc, problèmes d'humeur, d'énergie, tu sais, on peut accompagner en fait tout ce qui fait que c'est difficile de vivre avec la maladie parce qu'il y a trop de symptômes. Même si la personne n'est pas là, c'est bien, parce que des fois, il y a des proches aidants qui ne savent plus quoi faire. Donc, on Oui, peut vous appeler pour, quand la personne elle a le cancer, on peut vous appeler pour oui. avoir de l'aide. C'est vraiment extraordinaire. Wow. Donc, parfait. Et puis, donc maintenant, je vais passer à Élise. Et puis, naturellement, tu as un petit peu répondu tantôt, mais au Mexique, j'imagine, Élise, que les gens et les médecins, naturellement, ben, peut-être pas juste à Sanofi, mais je pense qu'ils sont très ouverts au niveau des médecines alternatives. Oui, oui. Oui, en fait, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas chez le médecin aussi parce qu'ils ont ce qu'ils appellent le curandero, il y a le chaman, il y a le huesero, c'est le bon, la personne qui arrange les os. Il y a encore, c'est encore établi. Puis c'est des gens qui ont aussi des bons résultats. Même souvent, c'est du monde qui n'ont rien étudié spécifiquement. C'est des traditions qui sont passées de mère en fille, de père en fils aussi. Alors oui, au Mexique, moi, je trouve une grosse ouverture. Puis il y a aussi surtout une grosse liberté de toi, fais ce que toi qui va bien pour toi.
Puis l'autre à côté, il va faire ce qui va bien. Il y a personne qui va dire, ben là, tu devrais, tu sais, c'est quelque chose que j'ai trouvé de rafraîchissant un peu. C'est comme, toi, tu prends tes décisions, personne s'en mêle. Ouais. Ah, ben c'est super. C'est vraiment, moi, j'avais été impressionnée aussi par rapport au Mexique parce que il y avait plein d'hôpitaux intégratifs. Il y a longtemps, là, dans le temps que je travaillais comme spécialiste en information sur le cancer, là, c'était fou, Ouais. là. Tout le monde allait au Mexique pour ça, pour des médecines alternatives. C'était comme normal, là. Oui, puis aussi, c'est que, bon, ici, il n'y a pas la régularisation, mettons, du FDA qu'il y a aux États-Unis, au Canada aussi. Fait que, il y a pas autant cette espèce Mhm. d'autorité là, qui regarde en haut. Alors, c'est une bonne place pour des cliniques qui veulent rentrer mettons, un département bioénergétique, puis aller en Europe, en Allemagne surtout, sont très forts en bioénergétique, aller acheter des machines de bioénergétique. Tu sais, nous, à Saint-Aviv, il y avait un gros département de bioénergétique, puis je me rappelle un médecin qui donnait de la formation bioénergétique dans une clinique, je pense que c'était Paracelsus, en Europe, puis lui il avait dit que de sa vie, il avait vu une place qui avait autant d'options de machines bioénergétiques. Le propriétaire de Sanoviv, s'il avait pu faire juste du bioénergétique, je pense qu'il l'aurait fait. C'est comme son bébé. Ça Fait fonctionne vraiment. Ça fonctionne Ouais, vraiment. fait que ça, c'est un exemple. Fait qu'il y a un peu moins l'espèce de régulation. Fait que puis, dans ce coin-là, qui est la basse Californie, mais maintenant dans tout le Mexique, il y a beaucoup de tourisme médical. Parce que c'est un bon climat pour la guérison aussi. Tu sais, c'est un bon climat pour la guérison. Il n'y a pas le stress de l'hiver, le manque de soleil et tout ça. Puis, comme je dis, il y a une ouverture à faire venir tel traitement d'Europe, c'est souvent d'Europe, là. Alors, ça, c'est, je pense, une grosse ouverture. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de cliniques sur le bord de la frontière pour traiter le cancer de façon alternative. Mhm. Intégrative, je dirais. Parce qu'il y a aussi la chimio, la radio, puis tout ça. Oui, oui, il y a ça aussi, là, c'est sûr. Merci. Donc, Liliana, Oui, selon toi, c'est quoi les plus grandes causes de maladie aujourd'hui? T'enseignes là-dessus, hein, la réalité d'aujourd'hui, beaucoup? on peut parler une heure là-dedans, la cause des maladies, Oui. euh, parce que vraiment, sont immenses les problèmes de santé, les facteurs qui causent aussi les problèmes de santé. Mais on va résumer en les trois plus grands selon moi. Le premier, c'est le stress. Les gens vivent énormément de stress. Puis le stress réagit pas seulement sur le cœur en faisant de croire la pression artérielle, le pouls et tout ça, mais c'est un gros facteur qui va réagir sur les émotions puis va produire le cancer. Donc, il y a presque pas de cancer sans choc émotionnel puis sans un stress immense. Le deuxième, c'est notre alimentation tout transformée. euh, les gens consomment des aliments pro-inflammatoires en place de consommer une alimentation anti-inflammatoire. Puis, on a de plus en plus des aliments modifiés génétiquement qui déclenchent dans notre corps des processus auto-immunes. Et moi, ça me passionne ça parce que c'est incroyable le lien entre l'intestin, puis par exemple, je veux parler ici en première parce que je ne l'ai jamais dit au Québec, le lien entre l'intestin et les os. Sont 13 mécanismes de la flore intestinale puis de la santé intestinale qui influencent la santé des os. Donc, l'ostéoporose, ce n'est pas seulement la manque de calcium ou de vitamine D. Oui, ça c'est aussi, mais je calculais, puis je l'ai mis dans ma conférence en Roumanie, sont 19 gros problèmes de santé, 19 catégories de problèmes de santé qui peuvent mener à problème des os, seulement parce qu'on parle ici de tout intégratif. Puis, la troisième chose pour laquelle les gens souffrent sont les pesticides. Puis ça, je suis choquée car j'ai lu tellement des études.
on n'étudie pas ces substances avec lesquelles on arrose les cultures sur terme court, sur moyen terme ou sur long terme, qu'est-ce qu'il fait sur notre corps. Puis les cultures de céréales, dehors du fait que la plupart des céréales sont modifiées génétiquement, mais sont les plus arrosées. Parce qu'il ne faut pas que ça pousse aucune mauvaise herbe, car si ça pousse des mauvaises herbes, le rendement, ça diminue beaucoup. Alors, les gens, qu'est-ce qu'ils mangent? Énormément de céréales. Puis avec les céréales, on consomme énormément de pesticides. Comme justement, j'en venais à dire la phrase d'Hippocrate qui disait « L'homme creuse sa tombe avec ses dents ». C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Nous, comme tu sais, Isabelle, on fait pousser 80% de nos légumes dans le jardin. Puis, il y a une très bonne méthode avec des paillis pour faire enrichir la terre et tout ça. Et je cherchais partout des paillis pour ajouter par-dessus mes plantes, mais je n'ai pas trouvé bio. Je n'ai pas trouvé bio alentour, puis j'ai refusé. Moi, notre terre est vierge. Il n'y avait rien jamais mis sur lui. Donc, maintenant, je cherche toutes les méthodes pour les faire engraisser, mais je refuse à prendre, par exemple, des paillis qui, je sais, qui sont pleins de pesticides. Les gens n'ont aucune idée. Les maladies chroniques, auto-immunes et les cancers, spécialement les cancers que ces substances peuvent donner. Puis ils arrosent n'importe comment, hein? Ils mettent n'importe comment, parce que, comme on parlait ici depuis presque 45 minutes, l'éducation, c'est la clé. Mais l'information aussi, c'est d'avoir la bonne information, puis ça, c'est notre devise, entre autres, Isabelle, l'information, c'est le pouvoir. La bonne information, c'est le pouvoir d'être en armée avec de bonnes informations. C'est ça. Merci, Élise. C'est vraiment un bon point. Élise, Hippocrate disait aussi, « Si tu es malade, recherche d'abord ce que tu as fait pour le devenir. » Peux-tu élaborer? Oui, mais en fait, c'est ça, c'est en fait l'approche en médecine fonctionnelle, c'est d'aller regarder en arrière. Tu sais, nous, quand on travaille avec une approche en médecine fonctionnelle, on va regarder tous les antécédents. Quand j'ai étudié à l'école, les antécédents, c'était génétique dans le temps. Tu sais, c'était ça qui, OK, bon, grand-maman, paternelle, maternelle, grand-papa, tout le temps, ça, c'est ce qui m'a été passé. Mais maintenant, avec les études qu'il y a eu, faites sur des jumeaux identiques, ils ont été capables de voir que c'est juste 10 de la génétique, puis 90 c'est l'environnement. Mais comme ces gens-là, en général, sont élevés dans la même famille, ils mangent le même genre d'alimentation, ils apprennent à cuisiner de génération en génération d'une certaine façon. Les gens se communiquent. Tu sais, des fois, il y a des familles que tout le monde crie, mais ils ne sont pas fâchés nécessairement. Mais c'est ça leur. Puis il y a des cultures aussi que c'est comme ça. J'avais des amies brésiliennes. J'ai des amis qui vivaient avec des Brésiliennes, puis ils pensaient tout le temps qu'ils étaient en grosse chicane, mais ils étaient non, non, nous, on est comme ça, là. Tu sais, c'est comme. Fait que tout ça, c'est l'environnement qui crée, en fait. Tu sais, c'est l'épigénétique qui. Alors, quand on regarde d'une approche de médecine fonctionnelle, c'est qu'on va regarder les antécédents. On va regarder avant que maman soit enceinte même. Tu sais, c'était quoi son environnement à elle? C'était quoi son environnement émotionnel? Elle a-tu une rupture pendant qu'elle était enceinte? Tout cet aspect-là. Aussi, l'exposition qu'elle a eue. Ah, ma mère, c'est pas vrai, là, mais mettons, je donne un exemple. Ma mère, elle a été élevée sur une ferme. Bon, ben là, on sait que cette femme-là a été exposée probablement à beaucoup de pesticides. Si elle est née après la révolution industrielle, là, alors elle a été exposée aux pesticides. Donc, moi, je vais arriver avec une charge quand même de toxines assez élevé qui va avoir été transmis au niveau du placenta. Alors, on va regarder tout cet aspect-là. Est-ce que j'ai été allaitée, etc. T'sais? Puis après, ben, il y a qu'est-ce qui a médié le problème? Bon, il est arrivé ça avant, puis là, ben, elle a eu toute sa vie une pas vraiment bonne alimentation, standard patate, blé d'Inde, steak.
Genre, fait que ça, c'était, mettons. Alors, ça, c'est des trucs où elle a eu plein de titres, pris beaucoup d'antibiotiques, fait que sa flore intestinale, toute son enfance, n'était pas bonne. Donc, ça a continué à être un peu. C'est comme la soupe, là, le bouillon, pour créer le problème. Puis là, c'est quoi le détonateur? Qu'est-ce qui est arrivé qui a fait pouf? Tu sais, que la personne a été quand même capable de continuer d'avancer là, avec toute cette charge-là. Puis là, il est arrivé quelque chose. Souvent, c'est quelque chose d'émotionnel. Non, un divorce, quelque chose comme ça, quelqu'un qui décède, un choc, puis là, les symptômes, pouf, tout apparaît. Alors, c'est ça. C'est d'aller regarder. Nous, c'est ça qu'on regarde beaucoup, c'est avant. OK, puis là, maintenant, tu as ces choses-là, mais tu sais, aller regarder qu'est-ce qui est arrivé avant, puis c'est là notre réponse. Puis c'est là qu'on va aller mettre de l'énergie, le focus sur les choses qu'on peut, c'est sur lesquelles on peut avoir une influence. OK, super. Donc, Christiane, merci Élise, super intéressant. Euh, en fait, moi, j'aimerais savoir de ta part à toi, mais tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, là, mais comment tu penses que les naturopathes, naturothérapeutes pourraient combler ce qui manque euh, dans la médecine traditionnelle? Mais tu sais, comme je disais tantôt, la médecine traditionnelle va travailler beaucoup en termes d'urgence, en termes de survie, en termes de maintenant, qu'est-ce qui va pas, on va le régler au plus vite, mais il y a très peu d'énergie, il y a très peu de temps accordé à l'hygiène de vie. Tu sais, moi, je regarde comme médecin de famille, on nous disait vérifier s'ils fument, s'ils prennent de l'alcool, s'ils font de l'activité physique. Tu sais, c'était ça notre prévention, là. Manger selon le guide alimentaire, limiter la cigarette. Tu sais, c'est comme on avait 3, 4 points, puis ça s'arrêtait là. Alors que les habitudes de vie, l'hygiène de vie, maintenir l'équilibre, soutenir la vitalité de la personne. Tu sais, moi, tous les conseils que je donnais qui avaient un lien avec ça, c'est parce que moi, j'avais consulté dans des médecines alternatives, puis j'avais appris des choses. C'est pas mon cours de médecine qui m'avait appris à conseiller les gens dans cette direction-là. Donc, c'est vraiment, je pense que tout l'accompagnement des habitudes de vie, mais aussi, tu sais, toute la partie de l'intégration des changements. Tu sais, je pense que parce que tu peux conseiller des gens, leur faire des suggestions, mais après ça, si tu les laisses comme ça dans la nature, puis qu'il n'y a pas de travail de soutien pour qu'ils intègrent ces changements-là pour améliorer leur vie, c'est très difficile de changer ses habitudes. Fait que je pense que, tu sais, pour moi, en tout cas, les grands piliers de la naturopathie, c'est ça, c'est d'aider les gens à améliorer leurs habitudes de vie pour reprendre l'équilibre. Parce que oui, le corps tend vers la santé. Même des gens qui sont très malades, moi j'ai souvent ce discours-là avec eux, si vous donnez les bonnes moi j'ai toujours si vous mettez les bonnes briques pour construire la maison, ben les matériaux dans votre corps, ils tendent vers l'équilibre, ils tendent vers, donc la naturopathie va aller dans ce sens-là de soutenir les bonnes habitudes et aider à l'intégration. Donc, en faisant les suivis. Puis effectivement, quand il y a des carences, ben, tu sais, c'est oui, on peut aider par Donc, certains suppléments. ça serait Tu bien sais, qu'on en parle, en c'est fait. très complémentaire. Mais oui, c'est complémentaire. Tu sais, Est-ce que tu penses que ce serait possible qu'on se parle, tu sais, comme le médecin parle au naturopathe ou tu sais, comme un peu à Sanovive, c'est dans le même sens, mais penses-tu que ça peut arriver à ça ou? mais comme disait Ellie, je pense que nous, ici, c'est ça l'enjeu. Et nous, c'est une des raisons pourquoi on a créé notre centre de jour avec les médecines intégratives, c'est que tous les matins, tous les intervenants vont s'asseoir pendant 1 heure, puis ils vont parler des 15 invités qui viennent dans la journée. Qu'est-ce qu'on fait pour lui? Qu'est-ce que la semaine passée, j'ai fait ça l'a aidé cette semaine. Bon. Puis à la fin de la journée, ils refont un tour des 15 invités qui étaient là dans la journée, puis qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui les a aidés, qu'est-ce qu'ils vivent de plus difficile cette semaine. Puis nous, on a vu que, parce qu'on voulait avoir des données objectives sur ça, parce qu'on peut dire, oui, c'est beau, c'est agréable. Donc, tous les invités, quand ils arrivent au centre, ils remplissent une échelle qu'on appelle l'échelle d'Edmonton. C'est une échelle qui décrit de 0 à 10, là, au niveau de douleur, de fatigue, de nausée, l'appétit, bon, etc. Ils ont 12 symptômes qu'ils vont évaluer à leur arrivée. On va regarder qu'est-ce qu'ils ont fait comme parcours dans la journée. L'acupuncture, ils ont fait du massage, bon. Et à la fin de la journée, on leur fait compléter la même échelle et dans 90, sinon plus, des gens, les symptômes sont plus importants le matin qu'à la fin de la journée. On voit objectivement que leur bien-être global
s'est amélioré, mais les intervenants se parlent entre eux. Ici, Hmm. on vu, madame X la semaine passée, l'acupuncture pour tel symptôme, ça lui a pas fait du bien, mais la semaine d'avant, elle était allée en massothérapie, ça avait fait beaucoup de bien. Donc on va plus l'accompagner que pour elle, la massothérapie lui fait plus de bien. Donc mais c'est ça qui est difficile, c'est de mettre ces gens-là en contact parce qu'exactement comme Élise disait tantôt, les gens vont consulter, les gens, ils veulent aller mieux, donc ils vont voir, mais il y a peu d'interaction entre ces intervenants-là. Fait que nous, le petit centre qu'on a, ben, on a voulu que justement, il y ait une cohérence dans leur suivi, puis il y ait un accompagnement, pour leur mieux-être. C'est ça dans le fond, là. Toi, je sais qu'il y a un livre dont tu m'as parlé de Docteur Moisan, je pense. Réunir pour Martin mieux. Moisan, ouais. Oui, Martin Moisan, puis qui t'a inspiré, je pense, Réunir pour mieux soigner. Hein, ça Oui, serait parce que c'est un médecin qui a beaucoup réfléchi sur, il a écrit un autre livre aussi qui s'appelle, Pour un modèle qui réunit l'Orient et l'Occident, là, des 2 médecines. Donc, il a beaucoup réfléchi justement à cette idée-là d'intégrer les médecines ou de tu sais, réunir pour mieux soigner, c'est aussi réunir les parties de soi. Parce que nous, la médecine, on s'occupe beaucoup de du corps physique, c'est beaucoup notre spécialité, puis des problèmes psychiques. Tu sais, on a comme 2 grands secteurs, mais le monde émotionnel, le monde spirituel, ce qui se passe dans la vie sociale des gens, tout le niveau d'énergie qu'ils ont, tu sais, c'est très peu abordé. Donc, réunir pour mieux soigner, c'est oui, réunir, je pense, les intervenants qui peuvent nous soigner, mais aussi réunir les parties de soi pour être plus en santé. Mais je pense que la médecine fonctionnelle s'adresse à ça. Chacune des parties de soi qu'on doit regarder, qu'on doit questionner pour voir qu'est-ce qui fait que tout à coup, je suis pas en équilibre. la Est-ce que formation c'est libérale aussi, mais corps, oui, esprit, est-ce que c'est une environnement. perte de sens? Est-ce que c'est oui, c'est physique, mais on sait qu'il y a des couches avant d'arriver aux problèmes physiques, donc Comment toi, tu vas revenir avec nous au niveau de l'esprit? mmh Super, super, merci. J'aimerais te demander une dernière chose peut-être. Justement, Hippocrate, c'est lui disait, ça c'est très important, primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Est-ce que tu crois que ça s'applique encore aujourd'hui? Mais je pense que ça s'applique dans le sens où la médecine conventionnelle a de la difficulté à dire: «Pour ça, monsieur, je ne peux pas vous aider. Pour ça, je pense qu'une approche X pourrait vous aider plus que ce que moi je peux vous offrir». Donc, tu sais, connaître ses limites, puis moi, j'ai appris ça au fil des années dans ma pratique parce que quand tu vois des gens qui ont beaucoup de problèmes fonctionnels, mais que toi, tu as pas les outils pour les aider, on n'est Hmm, pas non plus formé, qu'est-ce que je leur dis? Où je les envoie? Qu'est-ce que je leur propose? Donc, on se sent impuissant devant les gens qui viennent chercher des réponses chez nous, mais qu'on n'a pas les outils, parce moi, c'est ma curiosité, puis mon désir de connaître ce qui pouvait aider mes patients qui m'a fait expérimenter moi-même comme cobaye des choses pour dire: «OK, j ça a du sens cette chose-là», puis de lire, puis de mais tu sais, pour ne pas nuire, faut aussi être capable, avec humilité, de dire: «Ce problème-là, c'est pas grave, c'est pas dangereux, c'est pas une maladie, mais ça empoisonne votre vie, puis je pense qu'il faut vous adresser ailleurs qu'à la médecine conventionnelle». Fait que moi, c'est cette zone-là que je trouve que peut-être on peut nuire en disant la réponse traditionnelle de bien des médecins: «Vous avez rien. On a tous passé les tests, tout est correct, vous avez rien». Mais la personne, elle va pas bien devant toi. Elle a hmm. des douleurs, elle a de la fatigue, elle dort pas bien. Mais nous Elle devient dépressive quasiment parce qu'elle se fait dire qu'elle n'a rien, tu sais, puis qu'elle se voilà. Donc fait. moi, j'avais toujours la même réponse de dire: «Je n'ai rien trouvé de grave, mais vous avez quelque chose, vous devez continuer votre recherche avec d'autres médecines, avec d'autres approches. C'est Bravo, vous qui avez votre réponse pour trouver ce qui fonctionne pas bien». bravo. C'est Wow. on nous l'enseigne pas beaucoup malheureusement. Non, merci. C'est de la sagesse, vraiment. Élise, crois-tu que le corps, l'esprit et l'environnement sont indissociables à une bonne santé? Oui. C'est une réponse ouverte, pas une réponse fermée, hein? Pas Oui, ben, trop vite parce qu'il ne reste pas trop de temps pour en parler pendant longtemps, mais ben, je te dis crois-tu, fait que je peux tomber dans mes croyances, dans mes croyances personnelles. Mais oui, comme moi, comme je disais un peu, j'ai été élevée à partir de l'adolescence un peu dans ce monde-là. Après ça, j'ai regardé aussi le travail de Dr. Candice Pert qui a écrit Molécules d'émotion.
qui explique la psycho-neuro-immunologie. Alors, il y a vraiment beaucoup maintenant de données. Puis je pense que les gens qui ne peuvent pas l'admettre sont juste vraiment, vraiment bornés, là, parce qu'il y a beaucoup de données scientifiques maintenant qui expliquent ça. Mais même si on retourne en arrière dans les médecines plus ancestrales, ben, moi, je trouve que la médecine chinoise, c'est une médecine ancestrale parce que c'est des milliers d'années. La médecine ayurvédique, ils avaient déjà démontré dans ce temps-là comment un certain organe va avoir une tendance à être affecté par une certaine émotion. Et vice-versa. De porter une émotion peut aller affecter un organe. Fait que ça, c'est des choses que longtemps ont été, je pense, poussées de côté parce qu'on ne comprenait pas justement la science. Mais maintenant, elle est là. La science est là. Alors, moi, je trouve que oui, tout est relié. Puis pour moi, avant que ça devienne de la matière, du solide tangible, bien, ça a commencé par un changement énergétique qui est devenu une émotion. Fait que, tu sais, il y a une certaine fréquence, vibration. C'est sûr, ça, c'est un peu plus dans le monde de la métaphysique, mais la métaphysique aussi, c'est démontré scientifiquement maintenant. Alors, oui, pour moi, puis la technique que je fais en chiropratique, c'est la kinésiologie appliquée. Fait que c'est tout le temps, on a appris comme la cause même des débalancements au niveau de la colonne, c'est ça peut être nutrition, ça peut être émotion, ça peut être juste la structure comme telle. Alors, il faut aller regarder puis des toxines. Sauf qu'après, on ne se faisait pas expliquer beaucoup quoi faire pour adresser ça, un peu comme en médecine. C'était bon, ben on ajuste. Mais tu sais, oui, mais si la personne a continué de manger la même chose puis tout, ben je vais l'ajuster toute la vie. Pour moi, c'était devenu un peu comme mettre un pansement aussi. Tu sais, là, ils vont venir me voir 2 fois par semaine, longtemps. Tu sais, je Le trouvais but, pas. c'est pas d'être dépendant aux médecins. Le but, c'est aux professionnels de la santé. Le but, c'est de rendre le client autonome puis qu'il n'ait plus besoin de nous, finalement. Oui, oui, Ça, exactement. Puis moi, comme je pense. chiropratienne, souvent, mais un point qui est important que Christiane a soulevé, qui m'a fait penser à ça, c'est que la différence, je pense beaucoup, c'est que dans notre société, on s'est fait un peu enlever notre pouvoir de guérison en disant ah, t'es malade, va voir le médecin. Fait que là, tout notre pouvoir de guérison, il est dans cette personne-là. Puis ce que lui, il va nous dire. Alors, quand un médecin dit je sais pas, non, t'as rien, hey, ça t'enlève beaucoup tes ailes. Alors que là, c'est de retourner à moi, j'ai la capacité de me guérir, tu sais, de reprendre un peu notre pouvoir, les patients, de reprendre leur pouvoir pour aller vers la guérison. Puis, puis présentement, je suis en train d'étudier une certification en psychocorporel. C'est aussi beaucoup comment on va regarder une personne, puis analyser son corps, sa posture, les pieds, comment ils sont, puis pouvoir dire qu'est-ce que cette personne-là elle a vécu dans sa vie. Tu sais, ça vient tout rentrer dans le caractère de la personne. Puis, moi, je trouve ça super intéressant. Pour moi, mettons, en chiropratique, je peux avoir un patient, si ça fait 5, 6 fois que je le vois, puis je trouve pas qu'il y a une amélioration assez, tu sais, qui vaut la peine, là. Mais je vais lui dire, tu sais, tu peux continuer de me voir où on peut aller toucher, mettons, moi, je fais beaucoup des constellations familiales, aller regarder la charge ancestrale, les loyautés. Peut-être que tu portes la maladie pour des personnes de ta lignée. Fait que, tu sais, puis en général, quand ils font ça, ils reviennent plus en chiro après. Tu sais, c'est comme. Moi, ça me paye plus là, de te voir à toutes les semaines en chiro, mais c'est pas ça mon but parce que moi, comme patiente, j'aime pas ça. Avoir besoin d'aller chez l'ostéopathe ou chez C'est l'acupuncteur pas ça, tout le temps. effectivement. Ben, Puis, merci. finalement, excuse. Bon, c'est intéressant ce que tu dis, c'est juste qu'on n'a plus beaucoup de temps pour que les gens Oui. veulent poser des questions, je le sens. Puis, mais merci. Et puis, Diana aussi, je voulais te demander aussi la base, en fait, la base de la naturopathie, on le sait, ça s'appuie sur le terrain. Hein? La maladie n'est rien et le terrain est tout. C'est Liliana, tellement vrai. vous expliquer. Je vais expliquer de façon que les gens comprennent parce que ça, c'est mon plus grand défi dans ma vie, de vulgariser
c'est très difficile de vulgariser. Donc, la plupart de nous, quand on est né en santé, hein, pas tout le monde, mais la plupart, on vient avec ces cadeaux gratuits de bon Dieu d'être né en santé. Malheureusement, tout au long de notre vie, on a ce processus de vieillissement qui c'est un processus normal. Par contre, maintenant, on a un processus de vieillissement rapide. Les gens vieillissent beaucoup plus vite que les maladies qu'on rencontrait avant à 70 ans et plus. Maintenant, on les rencontre à 40 ans ou même plutôt 30 ans. On a des gens qui ont de l'ostéoporose à 12 ans ou ils font des infarctus à 20 ans. Donc, ça s'appelle, dans le corps, ça s'appelle le stress oxydatif. En traduction libre, ça s'appelle la rouille. C'est cette rouille-là qui nous gronge à l'intérieur, puis qui donne l'inflammation chronique qu'on ne voit pas, puis qui donne des problèmes chroniques. Maintenant, cette inflammation chronique, puis ça c'est prouvé scientifiquement. Moi, je suis une fille qui adore les études. J'ai lu non-stop des études. Pourquoi? Parce que tous les problèmes de santé, ils ont une cause commune. Le débalancement entre ce qui attaque notre corps et ce qui défend notre corps. Puis malheureusement, aujourd'hui, ce qui attaque notre corps, sont énormément de facteurs, facteurs environnementaux, facteurs d'alimentation, stress, toxines, tout ce qui attaque notre corps. Mais ce qui devrait nous défendre n'est plus là. Les antioxydants, les vitamines, on fait une agriculture intensive, on met seulement d'azote, phosphore, potassium, d'engrais par-dessus d'engrais, mais on n'a plus les nutriments dans les sols. Les sols sont dépourvus de nutriments depuis au moins 50 ans. Donc, les fruits et légumes sont belles, sont jolis, sont donnés avec, c'est illustré avec des cires, mais à l'intérieur sont vides. Donc, on n'a plus les antioxydants, anti-vieillissement, anti-oxydation, anti-rouille. Puis, on vit chaque jour avec ce débalancement-là, que nos organes vieillissent beaucoup plus tôt, ce qu'on appelle dégénérescence. Puis là, on dégénère, le cerveau dégénère. Si vous regardez les gens, il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans l'insuffisance. Je n'ai plus de mémoire, je ne peux plus me concentrer. Je ne vois plus bien. Ma thyroïde ne travaille plus comme il faut. Ils font de l'insuffisance cardiaque. Les médecins mettent le diagnostic. Les artères n'amènent plus comme il faut le sang. Ils ont des varices, des insuffisances veineuses. Le foie ne peut plus détoxifier les toxines. La constipation, c'est une insuffisance d'élimination. La dégénérescence des articulations, la dégénérescence des muscles. Pratiquement, on est dans une dégénérescence continue pour la cause de ce débalancement-là. Puis dans les moments quand on met tout ensemble, moi, c'est le rêve de ma vie, de voir que la médecine traditionnelle travaille avec la médecine naturelle, puis qu'on comprend ce qui est le meilleur de chacune pour le bien-être suprême du client. Donc, retrouver Puis, l'équilibre, en fait, et puis c'est, refaire le terrain du client pour que la maladie ne s'installe pas voilà, comme parce que maintenant. dans les moments quand on diminue l'inflammation dans le corps, les cellules sont tellement intelligentes, ils ont les soft, les programmes à l'intérieur pour se régénérer. On n'est pas fait pour vivre 90 ans, là. Mhm, On est fait pour vivre beaucoup plus longtemps. mhm. Puis c'est ça que je fais maintenant avec nos étudiants en thérapie orthomoléculaire. Je les promène dans les organes pour lesquels je fais les thérapies pour qu'ils comprennent la complexité. Mais il faut que tu comprennes la structure un peu de la rétine pour voir qu'est-ce qu'il a besoin de l'alimentation pour régénérer les pigments rétiniens pour que tu vois mieux. Merci, Lily. T'es rendue un peu trop dans la médecine compliquée. Liliane est très scientifique. Des fois, il faut que je vulgarise ou que je l'arrête, hein, Lily? Elle est super scientifique, elle est incroyable. Mais merci beaucoup, Lily. Effectivement, je pense qu'on peut tous
travailler notre terrain pour aller Oui, de mieux vraiment. en mieux. C'est toute Mais la clé. étant donné qu'on a dépassé notre temps, on peut dépasser notre temps pour les questions aussi, mais juste avant qu'on réponde aux questions, j'aimerais que chacune d'entre vous, en quelques lignes, là, c'est genre quelques phrases à peine, me dise, ce serait quoi vos recommandations pour que les gens puissent être de mieux en mieux? En fait, les premières recommandations de base, en une phrase, genre. Les gens devraient s'attaquer à quoi quand ils veulent être de mieux en mieux? Ou changer quoi? Donc, Christiane. Ben, moi, c'est certain que c'est prendre soin d'eux d'abord. Parce que moi, je suis beaucoup dans la maladie grave, dans la maladie avancée, où même les gens malades s'occupent des autres. Donc, Hmm. c'est sûr que moi, mon premier conseil, c'est prenez soin de vous d'abord, puis faites confiance à ce que votre intuition vous dit que vous avez besoin. D'être capable d'être plus à l'écoute de leurs besoins, puis prendre soin d'eux. Souvent, quand on leur pose la question: «Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que vous trouvez qui est en déséquilibre?» Que souvent les gens sont capables de nous le dire, mais après ça, c'est de faire le pas, de dire: «Oui, je suis assez important, j'ai assez de valeur pour accorder du temps à ma personne, à prendre soin de moi». Ah, merci beaucoup. Élise. C'est juste un point, juste un? Oui, parce qu'il faut qu'on réponde aux questions maintenant. OK. Ouais, ouais, c'est parce que j'en avais deux, trois. Mais pour moi, ça revient un petit peu avec ce que Christiane a dit. Je sens que il y a une chose que la maladie apporte, c'est un arrêt. Puis je pense que si les gens, en partant, avant d'arriver à la maladie, se donnaient plus le droit de se reposer. Moi, j'ai une théorie beaucoup qui vient un peu de ce que je parlais du travail ancestral, que au Québec, au Canada, c'était des régions qui étaient difficiles. Tu sais, c'était difficile il n'y a pas longtemps, la génération de mes grands-parents. Tu sais, il y avait pas, avant l'électricité et tout ça, tu sais, c'était des vies difficiles. Puis si tu n'étais pas productif dans le temps d'aller cultiver les aliments et tout ça, puis si tu n'étais pas organisé, tu ne coupais pas ton bois, tu pouvais mourir. Mais moi, je pense que ça l'a créé. On est un peuple qui est tout le temps en train d'avoir besoin de produire. Mais des fois, pourquoi? Tu sais, il n'y a personne là, qui est là en train de dire hey, continue, 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 mais c'est comme quelque chose qui est auto-imposé. Moi, je sens que c'est une habitude de génération. Puis ce que la maladie a fait, c'est qu'elle t'arrête. Là, tu es obligé d'arrêter. Puis de prendre le temps de sentir, puis de voir, OK, qu'est-ce que j'aime vraiment? Qu'est-ce que j'ai le goût? Puis souvent, moi, quand je demande à mes patients, OK, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être guéri? Ben, ils ne le savent pas. Tu sais, les gens, ils n'ont plus de passion. Tu sais, moi, pour moi, c'est beaucoup d'aller travailler la programmation. Parce que je sens que quand on a été tellement malade, tu sais, c'est quand tu as senti l'émotion de la maladie, de la souffrance, tout ça, il faut que tu sois fort dans ta tête pour aller faire une neuroprogrammation de te permettre d'être bien. Tu sais, juste d'être bien. Il faut vraiment faire un travail conscient, moi, je trouve, d'aller changer la programmation au niveau de la tête. Justement, ben c'est ça, on a une partie esprit aussi. Justement, on a des experts qui s'occupent de nos têtes dans la formation viscérale. Merci, Élise. Liliana, en quelques mots. Moi, je viens soutenir Elise ici, bien sûr aussi Docteur Martel, mais je viens soutenir Elise car il faut mettre du temps dans votre agenda pour préparer la bouffe anti-inflammatoire. Hmm. C'est la seule alimentation qui est maintenant prônée par les plus grands médecins de médecine intégrative au monde, que c'est la façon que vous pouvez adopter tout au long de votre vie. L'alimentation anti-inflammatoire, ce n'est pas une diète, c'est un mode d'alimentation que nous enseigne à notre école, puis que moi, Isabelle, on a adopté depuis 2010, hein, Isabelle, on est rentré sur l'alimentation anti-inflammatoire. Donc, mettez dans votre agenda du temps pour préparer la soupe anti-inflammatoire, pour préparer les mets anti-inflammatoires, parce que
ce temps-là va se transformer en santé pour vous. Et si Wow. vous avez de la santé, vous avez à faire d'autres choses aussi. Du temps à faire d'autres choses aussi. Merci Liliana. Maintenant, vous êtes super